Si la saga du sorceleur est si bien connue, ce n'est pas grâce aux livres, mais bien grâce aux jeux vidéo. Surtout celui qui a fait le plus connaître la saga, The Witcher 3. Au total, il y a 3 titres de jeux vidéo qui ont été sortis, dont le premier en 2007, par le studio CD Projekt. Dans cette vidéo, nous allons parcourir les liens qu'il y a avec le lore des livres, car le studio CD Projekt a pris soin de faire une véritable adaptation aux livres en faisant continuer l'histoire du sorceleur. Attention, je tiens à préciser qu'il y aura donc du spoiler. Si vous n'avez pas encore joué au jeu vidéo, donc The Witcher 1, c'est celui-ci que nous allons parler. Le premier jeu de la saga du sorceleur, sorti par le studio CD Projekt en 2007. Le premier jeu de The Witcher fera la suite directement avec le dernier livre qui est La Dame du Lac. Pour rappel, au moment où nous lisons la dernière scène qui clôturera la saga du sorceleur, à savoir au moment où Geralt est gravement blessé par un paysan lors de la rébellion entre plusieurs races dans la ville de Rivie, on va vous rappeler rapidement les faits avant de partir sur l'histoire du The Witcher 1, le premier jeu vidéo. Donc pour rappel, Ciri arrive au moment où il y aura un mouvement de foule, qui est d'ailleurs accompagné par Triss et Yennefer, qui vont elles-mêmes parvenir à faire dégager ce mouvement de foule, en faisant appel à une conjuration très puissante nommée la grêle dévastatrice de Merigold. Peu de temps après, Yennefer tentera de soigner Geralt, mais malheureusement, la blessure est tellement grave que Geralt y laissera la vie, ainsi que Yennefer elle-même qui utilisera toute la puissance qui lui reste pour tenter de le réanimer. C'est à ce moment précis que nous arrivons à la fin des livres, où, accompagné de Petit Cheval, la licorne blanche qui l'accompagne durant tous les livres, fait apparaître une barque au bord d'un lac embrumé. Jaskier et son ami nain Zoltan ainsi que Triss aideront Ciri à apporter le corps vide de ses parents adoptifs sur la barque, pour ensuite partir dans un autre monde grâce au pouvoir du sang ancien qui lui permet de voyager dans le temps et l'espace. Ils sont déposés au bord d'un arbre, sur l'île aux pommes. Ils sont réanimés et sont laissés à cet endroit par Ciri, qui va ensuite partir de son monde vers le monde de Camelot. C'est à ce moment que nous arrivons au premier jeu. Le jeu commence lorsque Geralt arrive à nouveau dans le monde du sorceleur, à savoir 2-3 ans plus tard. Donc dans son monde, il va découvrir plusieurs changements. Tout d'abord, il ressent qu'il est poursuivi par la chasse sauvage et il est emmené par des sorceleurs que l'on connaît déjà très bien des livres, à savoir Lambert et Eskel. Il est emmené à Kaer Morhen où il revoit son père adoptif qui lui a tout appris, Vézimir, le plus vieux sorceleur de l'école du loup. Et ensuite, il fera également la rencontre de Triss Merigold, la magicienne conseillère du roi Foltest de Témérie. Après des retrouvailles, ils sont interrompus par un groupe appelé la Salamandre. Ils vont d'ailleurs abattre un mur de Kaer Morhen, que d'ailleurs nous allons voir les dégâts plus tard dans le The Witcher 3, quand nous allons d'ailleurs retourner à Kaer Morhen. Lors de cet assaut, nous faisons la rencontre du chef à sa tête, à savoir Azar Javed, qui semblerait être intéressé par les procédés de création de sorceleurs, et notamment des gènes qui ont été utilisés pour créer des sorceleurs. L'assaut est dévastateur et mènera à la mort d'un sorceleur, comme s'il n'y en avait déjà pas assez. On apprendra par la suite que Geralt a pour mission de retrouver le chef de la Salamandre et surtout d'en savoir plus sur son passé, car nous apprenons que Geralt n'a aucun souvenir de son passé. Il semble avoir perdu la mémoire. À la suite de ce début de l'histoire, Geralt commence son aventure au faubourg de Vizima, où il fera la rencontre d'un fidèle dont il se souvient plus trop de son nom et ni de son physique. Il se nomme Zoltan, le nain. Il y aura également une apparition qui se fera très tôt dans l'histoire du fantôme du roi de la chasse, que nous connaissons très bien si vous avez joué à The Witcher 3 ou encore si vous avez lu les livres. Ce n'est autre que Eredin, le méchant du jeu du The Witcher 3. Il le met en garde sur la destinée que c'est comme un glaive à double tranchant et que ce fameux glaive n'est autre que Geralt. Très rapidement, après une jeune femme se présente près de Geralt en disant qu'elle a recueilli un enfant qui possède des pouvoirs très étranges nommé Alvin. Nous verrons par après que Alvin a un véritable lien avec l'histoire et surtout sur la fin. Pendant toute la suite du jeu, nous allons parcourir la ville de Vizima, qui se trouve donc en Témérie, et surtout de tenter de percer les conflits qui l'entourent, car depuis la fin des livres, il semblerait que la Témérie soit en danger et
notamment en danger avec un nouvel ordre qui a été fondé récemment. L'ordre se nomme la Rose Ardente. Un peu plus tard dans l'histoire, nous allons retrouver Hazar-Javed que Geralt arrivera à tuer. C'est d'ailleurs en faisant sa rencontre à nouveau que nous apprenons que les expériences menées pendant tout le début du jeu par la salamandre s'est soldée par un succès. La salamandre a réussi à créer des espèces de mutants humanoïdes qui leur permettent de les accompagner dans leurs combats. Ils sont tenaces et affûtés d'esprit, mais malheureusement ne sont pas aussi intelligents que les sorceleurs. Geralt fera la rencontre à nouveau de Shani, un personnage bien connu des livres, qui est une jeune étudiante de l'université d'Oxenfurt en Redanie, et qui a eu une relation très intime avec Geralt. On apprend qu'elle a été diplômée et met en pratique sa profession depuis plusieurs années, et est appelée pour soigner la pandémie de Catriona. Petite parenthèse par rapport à cette pandémie, que nous faisons mention d'ailleurs à la fin des livres, qui est en lien avec un événement peu connu dont il faut y réfléchir. Après une première lecture, vous allez certainement entendre parler de ce nom, la pandémie de Catriona. On va donc vous en parler. Il faut savoir que dans la Dame du Lac, Ciri va s'échapper du royaume des elfes et elle va parcourir plusieurs mondes, dont un monde qui a été touché par une pandémie. Une puce va sauter sur l'épaule de Ciri et va ensuite s'échapper au moment où Ciri retournera à nouveau dans un nouveau monde, qui est finalement le sien. Pendant une fraction de seconde, la puce va s'échapper de l'épaule de Ciri et va donc descendre et arriver dans ce fameux monde dans lequel, justement, la pandémie de Catriona va se propager à cause de cette puce. Finalement, on apprendra par la suite que la pandémie Catriona n'est autre que la cause principale avec Ciri. La fameuse mention de la pandémie dans le jeu vidéo est finalement la suite même de cette théorie, que le studio du jeu vidéo n'a pas hésité à faire poursuivre. Vers la moitié du jeu, Geralt se rend dans le temple même de Vizima et va s'entretenir avec la jeune Ada, que nous connaissons aussi du premier livre, à savoir le dernier vœu. Dans la première nouvelle, pour rappel, il s'agit de la princesse du roi Foltest qui a été touchée par une malédiction, la faisant transformer en Strige. Geralt aura réussi à lever la malédiction, et cette personne que nous voyons à ce moment-là n'est autre que Ada, quelques années après avoir levé la malédiction. Geralt va également s'entretenir avec le roi Foltest. Il communique à Geralt le fait que l'ordre est en train de se propager dans tout le continent et ne fait qu'augmenter les tensions et notamment le conflit d'intérêt avec la Témérie. Il demande à Geralt alors une faveur. La faveur est de mener son enquête contre une grande somme d'argent dans le but de retrouver celui qui est à la tête de l'ordre. Pendant la deuxième moitié du jeu, nous allons apprendre que la salamandre est intrinsèquement liée à l'ordre de la Rose Ardente. Nous apprenons par la suite que l'objectif principal de la salamandre a été de créer une alliance avec l'ordre de la Rose Ardente, leur permettant de créer des mutants puissants pour avoir assez de mercenaires pour abattre le roi de Témérie et donc siéger à sa place. Le chef à la tête de l'ordre est Jacques d'Attelsberg, qui semble avoir des pouvoirs particuliers. En tout cas, quand nous faisons sa rencontre, il se bat pas que avec une épée, mais également avec quelque chose qui semble être de la magie. Vers la fin du jeu, nous apprenons qu'il y a un véritable assaut entre la Rose Ardente et l'armée de Témérie. Geralt prendra position pour la Témérie, d'une part pour honorer la demande du roi Foltest, et d'autre part pour que Triss puisse regagner la confiance du roi, qui a été détruite il y a quelques années auparavant à la suite du soulèvement de Thanet dans les livres, qui a mené à la rupture totale des conseillères du roi. À la fin du premier jeu, nous faisons face à Jacques d'Attelsberg, où il usera de sa magie pour nous transporter dans une espèce de illusion, dans un monde rempli de neige qui a été touché par le froid blanc. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas vraiment, mais qui est cité 2 fois dans les livres. C'est une sorte d'apocalypse naturel qui frappe tous les mondes à un certain moment, où celui-ci sera dévasté par un puissant blizzard, qui fera raser totalement toute la structure et toute la ville. Nous apprenons que Jacques d'Attelsberg a un seul but, et justement de contrer cet apocalypse, et pour le faire, de rester donc à la tête d'un royaume, à savoir la Témérie. Le combat final va donc se lancer et Geralt va le mener à un dernier coup. Au moment où il va lui asséner le dernier coup, un fantôme réapparaît. Ce n'est autre que le fantôme du roi de la chasse,
sauvage, Eredin. Il va donc apparaître une nouvelle fois et le fantôme va lui faire une révélation dont il lui parlera avec le lien qu'il a avec la destinée et surtout sur la décision qu'il est en train de prendre, à savoir de tuer ou non Jacques d'Adolsberg. Le roi de la chasse va donc lui proposer un marché, soit lui donner Jacques d'Adolsberg en échange, ou alors de suivre ce qu'il souhaite, à savoir le tuer. Geralt va donc décider de tuer Jacques d'Adolsberg. Nous saignons donc à ce moment-là à la fin du jeu et un combat final va alors s'enclencher contre le fantôme Eredin et Geralt. Geralt va donc être vainqueur et va savoir vaincre le fantôme Eredin. Bien entendu, à la fin du premier jeu, lorsque le roi de la chasse est vaincu par Geralt, ce n'est pas réellement Eredin, il n'est que la représentation fantomatique de ce dernier. On le rencontrera bien après dans le troisième jeu que vous connaissez très bien. Dans l'épilogue de fin, nous voyons une scène très importante qui va ouvrir le deuxième jeu, lorsque Geralt viendra chercher sa récompense auprès du roi Foltest et sont interrompus par un assaillant qui mènera un assassinat sur le roi. Heureusement, l'assaillant sera intercepté par Geralt et le tuera. On découvrira par après qu'il s'agit d'un sorceleur. Il va donc ouvrir le deuxième jeu, à savoir The Witcher 2, les assassins des rois. Je voulais également préciser un petit détail que l'on apprend à la fin du jeu. Étant donné que nous perdons la piste de l'enfant Alvin, vers le milieu du jeu plus ou moins, et qui a disparu avec un pouvoir lui permettant de voyager dans le temps et l'espace, nous pouvons en conclure que Jacques d'Adolsberg est non seulement doté du sang ancien, mais il s'agit aussi d'un véritable paradoxe. Alvin s'est enfui pour ensuite grandir et lui permettre d'apprendre par lui-même ses propres pouvoirs et de construire son propre complot avec la salamandre, et de mener à bien l'ouverture et la construction de son ordre de la Rose Ardente, pour ensuite mettre en place son plan qu'il mettra à exécution lors de la fin des jeux. Voilà le résumé de la saga du sorceleur, à savoir le premier jeu, The Witcher 1. Il y aura d'autres vidéos qui seront faites pour le 2 ainsi que pour le 3. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos.